And we're live. Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire francophone qui se nomme « Et maintenant, quelle stratégie de formation ?» Stéphane, je vais t'inviter peut-être à nous parler du sondage. On va prendre quelques minutes à y répondre et puis ensuite on va pouvoir débuter tranquillement le temps que tout le monde se joigne à notre événement. Merci beaucoup Jean-Baptiste, bienvenue à vous tous à cette table ronde, à cette e-table ronde. On n'a pas pu se réunir physiquement évidemment, et ça aurait été d'autant plus difficile que vous allez voir parmi les speakers et aussi les participants, on a des gens qui viennent de tout horizon, aucun jeu de mots Jean-Baptiste avec Horizon RH évidemment, mais des gens qui viennent vraiment de tout horizon puisqu'on a des amis qui viennent de Belgique, qui viennent de Suisse, qui viennent du Canada, qui viennent de France, qui viennent de différents pays francophones, on a du Sénégal, on a du Maroc, on a etc. Et culturellement, on a mis ce petit sondage là pour faire un petit peu patienter tout simplement, parce qu'on expliquait à nos amis belges, à nos amis canadiens, et je suis français donc je peux le dire, que parfois culturellement le français pouvait arriver avec quelques minutes de retard, c'était même poli d'arriver avec quelques minutes de retard. Donc on a mis en ligne ce petit sondage. Simplement, je vois qu'on a déjà 210 personnes qui sont connectées sur donc le petit sondage, 227 personnes qui sont connectées maintenant, parce que je crois qu'on a 520, Antoine, sous ton contrôle, 520 inscrits. Et ce petit sondage, c'est simplement pour faire patienter quelques minutes, pour attendre que tous les participants soient présents. Donc, si vous voulez le compléter, c'est juste quelques questions. À quoi va servir ce petit sondage introductif? Simplement à savoir un petit peu quelles sont, vous, vos grandes tendances, et nos panélistes, nos speakers, lors de cette table ronde, vont pouvoir utiliser les résultats de ces sondages pour pouvoir affiner ce dont on parle. Typiquement, vous verrez qu'on a une première question sur les budgets. Est-ce que vous avez des budgets qui sont plutôt en hausse, des budgets qui sont plutôt en baisse, plutôt maintenus? On a également des questions autour de la planification de vos formations, de la façon dont vous les gérez. Alors, les panélistes voient en temps réel les réponses que vous pouvez apporter et je pense rebondiront. On a également, on va le redire tout à l'heure, mais la possibilité d'interagir. Donc, il est possible de converser. Et vous avez, alors là, je vois qu'on a 238 personnes qui sont connectées sur les 520, donc à peu près une petite moitié. Il est possible de converser, de chatter, de poser des questions. On ne peut pas allumer le son de tout le monde parce qu'on serait trop nombreux. Mais n'hésitez pas, les équipes derrière lisent vos questions, essayent soit d'y répondre dans le chat, soit au moment où tout le monde va interagir, on partagera les questions, on essaiera de regrouper les questions. Voilà, donc je vois que les réponses continuent à arriver. On a déjà 115 personnes qui ont répondu. Et on a 247 participants connectés. On va peut-être se dire qu'à 300, 320, on démarre. Si ça vous va. Oui, Stéphane, peut-être je vais pouvoir, en attendant que tout le monde répond, peut-être ça nous permet d'introduire les organisateurs puis les panélistes. Donc, on invite à tous ceux qui se joignent à répondre au questionnaire avant de débuter. Donc, merci à tous de vous joindre aujourd'hui pour cette table ronde virtuelle qui se nomme maintenant « Quelle stratégie de formation ?» C'est un webinaire donc en format table ronde qui réunit, on l'a voulu comme ça, la francophonie, la Belgique, la France et le Canada. Nous aurons des entreprises de ces trois pays et nous avons aussi des organisateurs de ces trois pays. Donc c'est un quatuor franco-belgeo-canadien qui est représenté alors d'une part par Training Orchestra, qui est le leader, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le leader mondial des solutions logicielles de gestion de la formation. Training Orchestra accompagne plus de 600 entreprises à travers le monde et des organismes de formation aussi. Je crois qu'on a plusieurs personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui travaillent dans les organismes de formation. Et Training Orchestra permet la gestion budgétaire, logistique des formations, mais aussi la gestion administrative et réglementaire des formations.
Nous avons aussi, venant de la Belgique, Céline Boitin-Conseil, qui a co-organisé cet événement, qui est chef de projet et responsable éditorial d'événements professionnels dans le domaine du digital, du learning et des RH. Notamment, elle organise, pour ceux qui le connaissent, l'événement des rencontres Digital Learning and Blended Learning, qui est une formation payante qui réunit plus de 100 décideurs des sociétés du CAC 40 ou des administrations à peu près chaque année. Et elle est responsable de conférences sur des salons liés au digital. Et nous avons comme troisième organisateur Solutions Ressources Humaines, qui est le salon RH le plus important dédié aux services et aux outils pour les ressources humaines. Et notamment en France, vous le connaissez avec la solution, l'édition en fait du salon RH. Le prochain salon sera le 22, 23 et 24 septembre prochain avec plus de 300 exposants à Paris. Et puis, moi, je suis donc Jean-Baptiste Audrery, je suis en charge des technologies et de la transformation RH chez Horizon RH, basé au Canada, et nous accompagnons les clients dans leur stratégie technologique RH et leur transformation RH. Donc voilà pour les co-organisateurs de cette table ronde. Je vous invite, peut-être Stéphane, as-tu un résultat sur les statistiques? Oui, merci Jean-Baptiste. On voit effectivement, là, pour l'instant, on a donc 268 personnes qui sont connectées. On a à peu près une grosse moitié qui a répondu. Globalement, ce qu'on voit, près de 50%, juste pour commenter rapidement, mais continuez à répondre parce qu'on va vraiment un peu affiner le sujet. On voit que 50% d'entre vous ont prévu de maintenir les budgets. Et on va dire qu'on a 40% qui sont dans une baisse des budgets et 11% seulement dans une hausse budgétaire de leurs investissements de formation. Donc, intéressant que la moitié maintiennent les budgets formation. Deuxième chose, sur les outils que vous utilisez le plus fréquemment pour piloter vos activités formation, Excel vient en tête. Alors, c'est peut-être Excel, Google Spreadsheet et autres, mais voilà, donc en fait, la vaste majorité de vos budgets de formation est faite sous Excel ou manuellement. Et puis, dans les grands défis qui ressortent sur les mois à venir, ça va être l'accompagnement des formateurs. Je vais faire la vaisselle parce qu'il y a ça qui est démarré. À faire plus de virtuel, et ça va être également de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. De toute façon, on communiquera un petit peu les résultats de toutes ces réponses. Merci aux 154 qui ont déjà répondu. Et Jean-Baptiste, je crois que je te laisse la parole. On vous remercie à tous ceux qui sont connectés. Vous venez de France, du Canada, de Belgique. Vous voyez un peu les pays qui sont représentés à travers la francophonie. Merci pour votre présence. Et vous arrivez en fait de 40 secteurs différents représentés. Donc merci à tous. Et en profiter pour vous présenter nos speakers aujourd'hui, nos panélistes, donc qui vont échanger en fait sur tous les enjeux justement du retour au travail et l'organisation, la réorganisation, peut-être même la façon de repenser la formation aujourd'hui avec de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles méthodes de formation. Ils vont échanger avec nous, on voulait les entendre, on voulait s'inspirer à travers des pays différents, des perspectives différentes et des tailles d'entreprise, mais des enjeux aussi différents. C'est ça tout l'objectif de notre échange ce matin. Et se projeter sur les prochaines semaines, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qui va durer, qu'est-ce qui est là pour changer. Donc, laissez-moi vous introduire brièvement sur chacun. Donc, Patrice Benamar, venant de chez Renault, groupe Renault, qui est à travers le monde, 180 000 collaborateurs, et autant en Asie qu'en Europe. Il a des enseignements à nous partager aujourd'hui. Justement, l'Asie est en avance de phase. Donc, on aura plein de choses à apprendre de lui. Stéphanie Caron, qui travaille pour Petit Forestier, qui est de la location de véhicules frigorifiques, plus de 4100 collaborateurs, et présent dans 23 pays. Beaucoup de formations obligatoires, mais pas uniquement. Et donc, Stéphanie nous parlera de ces enjeux, de ces défis de reprogrammation et de respect de certaines obligations.
Nous avons également Olivier Lambert, qui est lui basé en Belgique et qui est directeur général du Sephora ou Sevora, qui est un organisme de formation en Belgique et aux Pays-Bas et qui Pas aux regroupe Pays-Bas, pas aux Pays-Bas, 50... excuse-moi. Pardon? Uniquement en Belgique. Ah, ok, on n'est pas en Belgique, et qui répond en fait aux besoins de plus de 55 000 entreprises membres, donc qui connaît bien tous leurs besoins et notamment les nouvelles attentes. Nous avons également Karine Roy, donc, qui est directrice Learning et Développement chez Terminal. Terminal est basé au Canada, au Mexique et aux US et met à disposition de ses clients dans le domaine des technologies, des startups, des ingénieurs et créer des équipes de développement distribuées d'une autre population qui est très habituée des technologies, très habituée du télétravail. Et pourtant, donc Karine, qui est spécialisée en développement des logiciels, mais aussi tout ce qui est l'apprentissage et le développement des employés, nous partagera son expérience venant de ce domaine. Il y a des besoins et des évolutions qu'il faut noter aussi. Franck Lapinta, donc, est responsable innovation et digital learning à la Société Générale, représente en France et dans le monde aussi, avec plus de 150 000 collaborateurs. Et donc, Franck, lui, il a une double vision à la fois RH et business, c'est technologie, transformation. Il nous partagera comment cette grande entreprise fait évoluer ses technologies et son offre de formation. Et pour terminer, Denis Jaffrin, qui travaille pour Kenzo Parfum, donc présent à travers le monde, bien évidemment, Kenzo. Et la particularité pour Denis, c'est qu'il doit former des conseillères et des conseillers beauté dans le monde entier, avec des enjeux qui sont, vous l'imaginez, le contact avec la clientèle et rejoindre un très grand nombre de spécialistes en contact client. Quelques petites précisions avant de débuter, puis je vais laisser la parole à Antoine Lorme qui va animer ce panel. Vous pouvez utiliser donc le module de chat pour vous poser nos questions et nous poser vos questions, et échanger. Nous avons à peu près 1 heure de discussion devant nous. Alors merci à tous et donc à toi Antoine, je te laisse la parole. Très bien, merci Jean-Baptiste. Merci à nos speakers, nos intervenants d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont présents. Donc moi, Antoine Lorne, je suis directeur commercial chez Training Orchestra. Ça fait 10 ans que j'accompagne les organismes de formation et les entreprises justement dans leur choix et dans l'optimisation de la façon qu'ils gèrent la formation, donc avec différentes problématiques quand on est organisme ou quand on est entreprise, mais avec aussi pas mal de sujets en commun. Donc là, je suis ravi qu'on ait à la fois parmi les speakers et parmi les auditeurs, à la fois des organismes de formation, des entreprises et parfois ceux qui gèrent les deux, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui forment aussi à l'externe, donc un enjeu possible. Donc je vais commencer avec Patrick. Donc Patrick de chez Renault, Jean-Baptiste le disait, vous êtes présent Renault dans une vingtaine de pays, notamment en Asie, et vous avez pu justement observer les conséquences et la façon dont a été gérée la crise et le déconfinement derrière en Asie, mais également en Europe, puisqu'il y a des pays où l'activité a déjà redémarré. Et du coup, vous allez pouvoir nous dire comment vous pouvez vous appuyer sur cette expérience-là, assez positive. Les retours, vous nous direz, sont plutôt bons pour gérer en France et donc nous dire la façon dont vous allez fonctionner dans les prochaines semaines. Merci Antoine, vous m'entendez bien? C'est parfait. Donc, merci de me donner l'occasion de partager notre retour d'expérience. Effectivement, Renault, comme un certain nombre de grands groupes internationaux, est présent en Asie et en particulier, on a une présence assez importante en Corée du Sud, ce qui nous a permis assez vite de voir finalement comment on pouvait travailler sur la question du déconfinement et partager finalement les initiatives qui ont été prises dans nos sites en Corée pour pouvoir d'abord accompagner les premiers pays qui ont repris le travail. Pour nous, ça a été l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, la Turquie aussi, qui a repris le travail assez rapidement pendant cette crise, et aussi maintenant la France et les plus grands pays d'activité. Les deux choses qu'il faut savoir, c'est que y a plein d'espoir dans ce retour d'expérience, puisque on n'a aucun collaborateur dans nos collaborateurs de Renault Samsung en Corée qui n'a été contaminé par le virus, malgré le fait que le travail est déjà repris depuis un moment. Donc, c'est plutôt un bon signe, c'est que les mesures de protection sanitaire qui sont prises dans les sites permettent d'assurer la sécurité physique des collaborateurs. Et puis, en même temps, ça amène aussi cette expérience à repenser complètement
l'approche pédagogique et à travailler sur une autre organisation de nos formations. Il faut être capable de former sur les sites, puisque paradoxalement, on recrute des gens pour redémarrer les activités de production. Et c'est le cas sur certains sites où l'activité redémarre avec un rythme assez soutenu. Donc, on doit être capable de former des gens en sécurité sur les sites et en particulier en mettant des mesures de protection. On doit réaménager les espaces de formation. On doit être capable aussi de former à distance et de préparer les gens à revenir sur les sites en les formant aussi avec des méthodes plus collaboratives. Je pense en particulier à l'utilisation pour nous de Teams, qui a été très utilisé pour pouvoir former des collaborateurs à distance. Le retour aussi de la classe virtuelle. Et puis aussi des questions liées à ce qu'on va faire dans les semaines à venir pour continuer à engager nos collaborateurs sur des actions de formation. Et là, la pédagogie et les outils pédagogiques reviennent vraiment au centre des discussions pour trouver les bonnes modalités pour pouvoir assurer la continuité, la montée en compétences des collaborateurs, parfois avec des délais qui sont assez courts, puisqu'il faut rattraper une partie du temps perdu quand on redémarre l'activité. Ouais. Et du coup, là, ce que vous disiez là sur les outils de la pédagogie, vous avez parlé des classes virtuelles, c'est peut-être l'occasion de poser aussi une petite définition, on en parlait ensemble, sur le digital, parce que voilà, sur la digitalisation, on peut mettre beaucoup de choses. Vous parliez de Teams, vous parliez des classes virtuelles, donc on est quand même dans une logique où il y a toujours besoin de faire travailler, je dirais, les formateurs. On a les formateurs qui vont animer de façon différente. Derrière, il y a aussi d'autres modalités. Et du coup, voilà, donc on fasse bien la différence. En tout cas, il y a différentes choses derrière ce mot-là. Je pense que la première réponse dans la crise et dans l'urgence a été de pousser les modules de formation en ligne, c'est-à-dire ceux qui étaient disponibles sous format vidéo ou sous format de e-learning et qui donc ont été packagés pour que les collaborateurs puissent avoir des parcours de formation qui ont été vraiment proposés dès les premiers jours du confinement pour les aider justement à mieux travailler à distance, à s'approprier le télétravail, à s'approprier aussi d'autres modes de collaboration à distance. Par contre, il y a aussi toute la partie enseignement présentiel qui doit être revue, puisque du coup, on est obligé d'aménager pour tenir compte des contraintes sanitaires, et aussi la façon dont on transforme des activités de formation présentielle par des activités distancielles. Et là, ça nécessite véritablement de reprendre l'ingénierie pédagogique, de recréer des séquences, voire de découper les séquences très différemment. Je prends un exemple, on avait des sessions qui étaient par exemple organisées sur une journée, qu'on a découpées sur des blocs de 4 fois 2 heures, lissés sur par exemple 2 semaines ou 3 semaines, voire même 4 semaines, pour permettre aux gens de les accompagner dans la durée et aussi pour permettre à nos formateurs de préparer ces animations et de faire l'ingénierie pédagogique avant de pouvoir les déployer. Il y a aussi la question de l'animation. Quand on anime une classe virtuelle, en général, on a un animateur qui s'occupe de l'animation, je dirais, formative, et quelqu'un qui s'occupe des aspects modération, accompagnement technique, vérifier les problèmes de connexion, interfacer avec les apprenants quand ils ont une difficulté. Parce que souvent, pour nos animateurs, c'est déjà un petit peu compliqué de s'approprier un nouveau matériel pédagogique. Et si en plus on rajoute les difficultés de connexion dans leur assiette, c'est un peu trop à avaler en même temps. Donc, c'est aussi comment on peut organiser l'accompagnement pour permettre que les conditions se passent les formations puissent se passer dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, globalement, le niveau de satisfaction des collaborateurs est très bon. En fait, ils sont assez surpris de voir qu'à distance, on peut leur proposer des formations qui sont de très bonne qualité. Et c'est très lié en fait à la qualité de l'animation, à la qualité effectivement de l'infrastructure qu'on propose, mais aussi à la qualité des contenus qui sont partagés. Et il faut être très vigilant sur les matériels pédagogiques qu'on partage, parce que c'est vrai qu'à distance, un matériel qui n'est pas clair, là du coup, ça prend un effet souvent direct, c'est que parfois l'apprenant même se déconnecte. Ouais, très clair. Et de toute façon, on reviendra sur ces aspects tout à l'heure. Voilà, aussi bien avec la Société Générale sur la façon dont on a communiqué et accompagné les acteurs. Je sais que sur la pédagogie, la refonte de la pédagogie, vous avez tous des choses à dire sur le sujet. Et puis, je sais qu'Olivier interviendra aussi sur les formateurs, ceux qui sont adaptés et qui se sont facilement adaptés à ces nouvelles modalités, ceux qu'il a fallu accompagner. Et puis, tous ne sont pas forcément faits pour ça. Donc, on reviendra sur ces sujets. Mais déjà, merci Patrick pour cette introduction. Stéphanie, de votre côté, groupe Petit Forestier, vous allez être confronté à une problématique liée au renouvellement des formations obligatoires de vos techniciens, formations du coup qui sont nécessaires pour la conduite de leur activité dans un délai très court et avec une forte tension sur ce marché des formations obligatoires, parce que toutes les entreprises vont vouloir former leurs collaborateurs avant que les habilitations, etc. arrivent à échéance. Vous avez, je crois, revu vos plans.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie que vous avez mis en place pour ça, Stéphanie? Et d'ailleurs, je crois que c'est très actuel, parce que vous venez de finir un premier pan cette semaine sur justement votre stratégie dans ce contexte-là. Voilà, c'est exactement aujourd'hui, il y a 3 heures, ça a été validé par la DG. Donc effectivement, on travaille sur, l'objectif a été de travailler sur l'indispensable de la formation. Donc effectivement, les formations obligatoires sont en premier plan. On a une activité qui est très réglementée et également obligatoire au sens du développement des compétences techniques qui sont indispensables à la poursuite de notre activité. Donc on a les deux pendants. Donc, on se retrouve avec des formations pour partie qui ne peuvent être faites qu'en présentiel, soumises à une reprise fixée par le gouvernement ou par toutes les instances. Je pense à l'INRS, par exemple, pour le sauveteur secouriste, comme toutes les entreprises. Enfin, en France, il y a des organismes qui régentent ça et qui fixent leurs conditions de reprise. Donc, on se retrouve avec une obligation de remise en route et de remise en conformité, tout en étant avec un plan de formation qui est contraint. On a perdu un trimestre. Nous, en plus, nous avons une activité qui est très saisonnière. On a des pics qui vont bientôt arriver avec tout ce qui est événementiel, etc., où on participe beaucoup en termes commerciaux et d'accompagnement technique. Donc, on se retrouve à devoir faire au mieux, plus, à expliquer à l'inverse de ce que fait normalement un directeur de la formation, non pas à pousser au maximum les compétences des collaborateurs et les formations, mais à revoir avec les opérationnels le juste indispensable. Donc, c'est un peu le paradoxe du moment. Donc, le juste indispensable en termes de formation. Donc, on refait un nouveau plan de formation, une réactualisation totale avec une nouvelle stratégie jusqu'à la fin de l'année. Et derrière, les formations obligatoires, c'est comment se positionner au mieux par rapport au marché où les acteurs sont les mêmes, où pléthore d'entreprises vont avoir les mêmes besoins. Alors, je vais vous citer un exemple très concret, habilitation électrique, BRBT, en France, voilà ce qui est le b.a.-ba pour beaucoup de professions. Donc, on se retrouve en concurrence avec le bâtiment, avec pléthore d'autres secteurs d'activité et donc d'entreprises, à devoir faire appel à des organismes pour former nos populations ou recycler dans le cadre des obligations de recyclage que l'on a. Et une obligation de les faire en présentiel, soit parce que les populations ne se prêtent pas au distanciel, soit parce que techniquement, on ne peut pas faire autrement. Si je peux prendre aussi FCO, c'est des formations obligatoires pour la conduite. Voilà, nous, on a des mécaniciens ou des techniciens qui sont obligés de conduire des camions. Donc, c'est soumis à ce type d'obligations réglementaires, de recyclage. Donc, on se retrouve à faire un nouveau plan de formation avec un accompagnement des opérationnels sur la réduction de ce plan, qui est aussi lié avec une enveloppe budgétaire, non pas contrainte en termes de budget, mais qui est forcément déployée différemment parce que les groupes ne sont plus les mêmes, parce que les modalités d'accès à la formation ne sont plus les mêmes. Les groupes sont plus petits, sont recalibrés par tous les organismes de formation avec lesquels on travaille ou même nous en interne. On ne peut plus mettre 10 personnes dans une salle si la salle ne peut pas en accueillir 20. Voilà. On ne peut plus demander à quelqu'un qui habite à Nice de venir en avion, même si techniquement j'en aurais le droit, faire une formation fin mai parce qu'on a aussi en termes de logistique, à faire face à des hôtels qui ne sont pas forcément tous ouverts, à des collaborateurs qui ont peur. Voilà, même si on les rassure, même si les gestes barrières sont mis en place, on se retrouve aussi avec une psychologie où nous, en tout cas nous dans notre entreprise, au niveau de la formation, on doit freiner, donner la réalité aux opérationnels, faire peut-être plus preuve d'empathie et de modération en matière de formation, qui est contraire à notre rôle de développement et d'envie de développement des compétences des collaborateurs. Voilà ce que je peux dire nous concernant. Super, merci Stéphanie. Et ça permet en effet de faire le lien avec Olivier donc pour Sephora. Parce que Stéphanie, vous évoquiez le fait
évidemment, alors pour les formations conduite, on ne peut pas peut-être plus mettre 3-4 personnes dans un camion, dans une cabine. Alors, il n'y a pas de camion, je crois, pour Sephora, mais la problématique pour les salles, est-ce qu'on peut mettre, voilà, est-ce qu'il faut des salles plus grandes? Est-ce qu'on met moins de stagiaires, moins d'apprenants dans les salles? Ce sont des problématiques auxquelles, voilà, Olivier, vous avez été confronté. Je crois que vous avez eu assez peu de demandes de basculement en distanciel. Donc, c'est vrai que voilà, cette vue côté organisme de formation, comment vous l'avez perçu, c'est aussi une vision intéressante. Mais du coup, ça vous a permis de réfléchir aussi bien sous les angles pédagogiques et logistiques à ce que vous alliez pouvoir proposer. Et vous allez pouvoir nous décrire comment Sephora compte créer de la valeur dans cette période particulière, mais surtout dans les mois qui viennent. Merci. Oui, merci Antoine. Bonjour à toutes et tous. Pour commencer, un petit point de présentation sur Sephora. Sephora est un fonds sectoriel de formation en Belgique, le plus important fonds sectoriel, ça veut dire l'équivalent de ce qui était un OPCA en France. Nous récoltons les fonds de formation des entreprises pour organiser la formation. Et nous nous adressons aux entreprises dans le secteur des services, environ 55 000 entreprises, 450 000 salariés. On a une offre de formation essentiellement présentielle. En offre ouverte, donc en inter-entreprise, mais aussi en intra-entreprise. Ça veut dire que dès le début du confinement, nous avons directement été impactés, affectés, avec l'obligation d'annuler nos formations. Pour vous donner un autre d'idée, en 2019, nous avions accueilli 72 000 participants à nos formations. Ici, rien qu'entre le 15 mars et tout est annulé jusqu'au 30 juin, il y a environ 1500 formations qui sont annulées, correspondant à environ 15 000 participants. Donc l'impact sur notre activité et sur nos utilisateurs, sur nos clients est énorme. Alors Antoine, vous disiez assez peu de demandes. C'est assez peu de demandes en distanciel. Ce n'est pas tout à fait cela. En fait, on a eu une réflexion, on a pris le temps. Il était assez tentant de dire, bien, on va tout basculer du présentiel au distanciel ou au digital. Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. D'abord, nous avons une vingtaine de formations qui se donnent tous les jours en Belgique. Petit territoire, mais on couvre toute la Belgique. On ne bascule pas des formations présentielles d'un claquement de doigts vers le digital. Il y a des conditions technologiques et techniques. Il faut penser au confort du participant, il faut penser à la compétence du formateur et surtout à la qualité pédagogique et à l'impact de nos formations. Alors, comme tout le monde, j'ai vu beaucoup d'offres de formation sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'offres de formation en digital et au risque d'en froisser certains, on a parfois vu tout et n'importe quoi en digital. Et je suis vraiment désolé pour les acteurs du marché, mais il ne suffit pas de se mettre devant une caméra, d'allumer Skype pour proposer de la formation. Il y a vraiment le participant qui doit rester au cœur du dispositif. Il y a des moyens techniques. Skype n'est pas un outil de webinaire. Skype n'est pas un outil de classe virtuelle, par exemple. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir et placer la qualité pédagogique au centre, ça a été vraiment au cœur de notre réflexion. Peut-être encore à ce propos une petite réflexion. On a dit, bien, certains ont du temps aujourd'hui. Ils sont en télétravail ou au chômage économique, c'est le moment de se former. Il y a quand même un principe pédagogique fondamental, surtout en formation des adultes, c'est la question du transfert pédagogique et donc du lien qu'il y a entre le développement des nouvelles compétences et le transfert sur le lieu de travail. Et donc se dire simplement que ce temps-ci pouvait être mis à profit pour se former, s'il n'y a pas de lien avec la réalité professionnelle, ça ne marche pas. Et chez nous, nous avons vraiment voulu prendre le temps. Alors, nous avons aussi une offre digitale qui, bien entendu, a été renforcée et qui a rencontré un certain succès. Mais nous prenons aujourd'hui le temps de repenser notre offre de formation, de repenser les thématiques sur lesquelles on va devoir travailler, de repenser également les modalités que l'on va utiliser demain pour assurer cette qualité pédagogique. Sur des thématiques, je vais prendre un seul exemple et je terminerai par là pour ce mot d'introduction. Nous formons par exemple beaucoup de vendeurs. Les vendeurs demain, les forces de vente vont devoir développer des nouvelles compétences et par exemple apprendre à vendre dans le monde du mètre 50, dans le monde de la distanciation sociale. Eh bien voilà une nouvelle thématique sur laquelle on doit pouvoir travailler et qui n'existait pas autrefois. Et ce sont donc des choses très concrètes comme ça, réfléchir à quelles sont les thématiques sur lesquelles on va devoir travailler pour proposer cela à nos clients, quelles sont les modalités que l'on va mettre en œuvre et quel sera le moyen pédagogique le plus efficace pour développer ces compétences.
Merci Olivier, et je pense que ces nouvelles formations sur comment vendre voilà, avec cette distance intéressera beaucoup Denis voilà, chez Kenzo qui interviendra tout à l'heure, évidemment pour accompagner tous les conseillères de vente, les 100 000 je crois qu'ils forment. Donc en effet, je pense que Denis pourra réagir là-dessus tout à l'heure. Voilà, je vais passer la parole à Karine donc, de chez Terminal, après Renaud et juste avant la Société Générale. Il nous semblait intéressant justement d'avoir la vision d'une PME, la vision stratégique d'une PME. Karine, vous travaillez avec des ingénieurs qui sont tous habitués à travailler à distance avec leurs clients et pour autant, ils ont été impactés ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous décrire les changements qu'il y a eu pour eux? Et voilà, ils ont travaillé tant sur du coup leurs soft skills, mais aussi sur la façon de travailler autrement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'impact pour vos populations, pour les ingénieurs de chez Terminal? Oui, absolument. Donc, premièrement, bonjour à tous et à toutes et merci aux organisateurs pour l'opportunité de me joindre à vous ce matin. Je vais commencer en parlant un petit peu du côté PME, donc donner un peu de contexte à PME et surtout PME dans le monde des hautes technologies. Donc, c'est souvent des organismes ou des entreprises qui sont caractérisées par une croissance rapide. On va avoir souvent des ressources ou des budgets limités. On va avoir une pression au niveau des échéanciers. Il va y avoir une forte compétition pour sortir les nouvelles technologies. Puis évidemment, ça avance beaucoup, donc il y a beaucoup de gestion de changement et tout ça. Donc, ça demande aux entreprises une certaine agilité, une certaine capacité de s'adapter déjà. Donc, ça, c'est un petit peu dans le DNA des entreprises à la base. Quand on parle de l'audience au niveau des ingénieurs de logiciels, on a aussi des gens dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des gens que, de par défaut de leur métier, n'ont pas le choix de toujours être en train d'apprendre et de parfaire leurs connaissances. Il y a tellement des nouvelles technologies, des nouvelles façons de procéder qui arrivent sur le marché que pour rester à jour, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est déjà des gens qui sont quand même assez autonomes dans leur façon de travailler. C'est des gens souvent introvertis, donc qui sont habitués de se débrouiller pour aller chercher l'information digitalement. Donc, ça va être des gens qui vont aller chercher ou aller prendre avantage des communautés de pratique en ligne, des forums de discussion. Ils vont suivre certains experts dans leur domaine, évidemment. Ils vont se rencontrer, avoir des conférences et tout ça. Donc, ils sont évidemment très familiers avec tout l'aspect technologique. Donc, pour eux, c'est moins un gros changement d'avoir à s'adapter à ce niveau-là. Par contre, une des choses qui change pour eux, c'est que normalement, par défaut, ils vont avoir tendance à parfaire leur connaissance du côté technique. Et au niveau des soft skills, ça, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a un petit peu moins d'intérêt puis un petit peu moins de focus qui est mis là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, au niveau de l'impact pour nous, ce qu'on voit, c'est évidemment, il faut qu'ils adaptent leur méthode de travail. Ils sont habitués de collaborer, mais souvent ensemble, dans un même bureau. Il faut qu'ils adaptent leur méthode de travail et qu'ils apprennent des nouvelles compétences. Donc, dans les nouvelles compétences, on peut parler, par exemple, de collaboration, mais à distance, de prise de décision à distance. On peut parler compétences comme la communication, donner du feedback à distance, gérer les conflits à distance, gérer notre temps, gérer les équipes. Donc, c'est toutes des nouvelles compétences qui sont un petit peu plus importantes maintenant et qui vont devoir se pencher. Donc, ça, c'est un des tournants, c'est le type de formation qu'on doit donner et le type de compétences sur lesquelles on doit mettre l'emphase. Puis, je dirais que aussi, tout le côté social, donc je parlais un petit peu plus du côté introvertis, les gens sont plus dans leur bulle. Donc, tout l'aspect social et apprentissage social, c'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant maintenant. Donc, il y a des plateformes maintenant d'apprentissage social qu'on peut bénéficier. Tout ce qui est l'apprentissage par groupe, communauté de pratique. On doit aussi regarder, étant donné que l'impact se fait ressentir, et on le voyait dans le sondage au départ, beaucoup d'entreprises vont réduire leur budget de formation, donc il va y avoir moins de budget, parfois moins de temps. Donc, moins de capacité d'aller à l'extérieur chercher les formations. Donc, on doit regarder vers l'intérieur. Et souvent, dans des entreprises technologiques, il y a beaucoup, beaucoup d'expertise, évidemment, à l'interne. Donc, les gens, c'est d'aller chercher cette expertise-là, ce qu'on appelle nos subject matter experts, puis d'essayer de les prendre et de faire bénéficier leurs connaissances aux autres personnes. Donc, les compétences comme la gestion de connaissances et le partage de connaissances est aussi très important. Donc, le virage vers l'interne un petit peu plus, puis créer des opportunités où est-ce que les ingénieurs puissent se rencontrer, donc développer des nouvelles affinités avec leurs pairs. Souvent, ils vont avoir tendance à aller à l'extérieur et de suivre des gens sur les réseaux sociaux, mais de se virer vers l'intérieur et de vraiment regarder, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
et de forcer certaines, pas de forcer, mais d'encourager les gens à se joindre à un côté un peu plus social pour développer ce réseautage-là en interne et ce transfert de connaissances-là interne. Et de notre côté, du côté de gestion, c'est de les accompagner dans tout ça. Donc, que ce soit par voie de coaching ou de leur donner des ressources ou de leur donner des guides qu'ils peuvent utiliser à bon escient. C'est vraiment comme on dit en anglais, le package autour qui va être intéressant pour eux autres. Donc, si on conclut en disant le virage au niveau des soft skills, le virage au niveau de l'expertise interne et les communautés, et le côté plus social un petit peu, et l'accompagnement et le support qu'on peut donner à tous ces gens-là. Donc, voilà. Très, très bien, merci Karine. Et je sais qu'il y a un sujet qui est partagé par d'autres et qu'on pourra approfondir. C'est, vous disiez, voilà, en interne, il y a des choses à faire aussi. Et je sais que c'est un enjeu pour certains, une opportunité en ce moment, peut-être de remettre la formation, le learning au centre de l'entreprise et au service justement du redémarrage des activités. Donc, je crois que voilà, ça pourra réagir et rebondir sur cette thématique-là. Voilà, juste avant, donc, voilà, Franck, l'impact est forcément différent dans un groupe de 150 000 personnes comme la Société Générale. On ne communique pas et on ne touche pas de la même manière et aussi facilement voilà, une population aussi importante. Du coup, vous avez mis, je crois, sur pied un plan de communication, vous appuyant sur des relais au sein du groupe dans différents services. Vous pourrez nous dire ça, mais également, voilà, vous avez travaillé sur les outils pour ce plan de communication. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire justement la stratégie et au-delà de ce qui a été fait ces dernières semaines, quels impacts durables, du coup, vous voyez parmi ce qui a été fait, qu'est-ce qui va durer dans le temps? Karine venait de parler d'une vision à long terme. Il y a peut-être aussi voilà, quelque chose. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire ce plan de communication, la stratégie mise en place au sein de la Société Générale? Merci, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Le son est OK? Oui. D'accord. Ce qu'il a fallu gérer et qui était vraiment une situation particulière pour la première fois, c'est qu'on se retrouvait avec des collaborateurs ou des responsables de formation qui étaient dans des situations très différentes, puisque il y en avait qui étaient coincés chez eux, il y en avait qui étaient obligés d'aller sur site pour travailler. Parmi ceux qui étaient coincés chez eux, il y en avait qui disposaient d'outils professionnels comme des portables professionnels parce qu'il y a le télétravail qui est en place depuis pas mal de temps. Et puis pour d'autres qui n'avaient pas ces outils professionnels. Donc on était face à des situations qui étaient très différentes. Et comment on fait pour pouvoir finalement toucher ces populations qui, encore une fois, certains avaient un PC portable professionnel, d'autres n'en avaient pas. Il fallait arriver à les toucher aussi par leur device perso. Donc le choix qui a été fait pour pouvoir garder le contact, et on s'est greffé là-dessus, qui a été fait par le département de communication, c'est de passer par une appli qui était déjà déployée au niveau du groupe et qui permettait de communiquer tous les jours sur des informations. Donc, du coup, ce que l'on a fait, c'est qu'on avait 2 fois par semaine un rendez-vous dans lequel on poussait des informations à la fois auprès des collaborateurs et à la fois auprès des responsables de formation sur le sujet de la formation. Et c'était des informations sur des sujets qui étaient très différents. Alors, d'abord, communiquer sur des plateformes existantes qu'on avait à disposition et proposer aux collaborateurs d'aller les consommer. Donc, la chance que l'on avait, c'est que ces plateformes existaient déjà, qu'on avait déjà des contrats. Le second, c'était qu'il a fallu aussi beaucoup communiquer sur les moyens d'accès. Comme je disais, les moyens d'accès étaient très différents lorsque j'ai un PC perso ou un PC pro. Donc là, on a pas mal travaillé avec les équipes IT pour savoir quel message faire passer en termes de sécurité. Donc ça, c'était un deuxième élément. Le troisième, c'était de communiquer aussi auprès des responsables formation pour leur rappeler qu'on avait des outils, alors certes, qui n'étaient pas des outils de classe virtuelle, mais on avait des outils comme Klaxoon et Skype qui permettent d'animer des réunions et de présenter ça comme une solution d'urgence qui pouvait être utilisée, même si, encore une fois, ça ne résout pas tous les problèmes et tous les besoins en matière pédagogique. Et puis, c'était aussi de communiquer sur
une autre ressource que l'on a, qui est de pouvoir produire rapidement des e-learning en interne avec une structure dédiée dans mon équipe. Voilà. Le fait de communiquer aussi sur des thématiques particulières, par exemple, avec un de nos partenaires, on a travaillé sur des contenus qui étaient dédiés aux médecins du travail, qui expliquaient, il y avait un certain nombre de modules qui expliquaient la pandémie, le Covid, et qui est quelque chose qui a été bien apprécié justement par les médecins du travail, parce que ce n'est pas nécessairement une population qu'on adresse dans les entreprises en matière de formation. Voilà. Et puis, on a communiqué aussi, bien évidemment, sur des thématiques que l'on avait déjà autour du management à distance, du travail à distance, etc. Ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte au niveau des statistiques, par exemple, qu'on avait pas mal de collaborateurs qui arrivaient pour consommer ces plateformes, qui étaient des nouveaux utilisateurs. Donc, au travers de ces communications, ça a développé la notoriété de ces plateformes, encore une fois, même si elles existaient depuis pas mal de temps au niveau du groupe. L'autre enseignement que l'on a vu des stats, c'est que finalement, les contenus que l'on poussait n'étaient pas nécessairement ceux qui étaient consommés en priorité par les collaborateurs, mais ce qui nous allait très bien, puisque dans cette démarche de découvrir ces contenus et d'avoir cette démarche d'aller finalement piocher dans ces contenus disponibles et prendre ce qui m'intéresse, moi, de façon très personnelle. Voilà. Le dernier point que je pourrais ajouter, enseignement, c'est que effectivement, on a un panel de plateformes existantes avec des contenus que l'on propose. On a une structure qui permet de produire des e-learning. Ce qu'on s'est rendu compte là, et le besoin était encore plus saillant, c'était de disposer d'une véritable solution de classe virtuelle et pas uniquement d'organisation de conférences à distance. Et donc là, on est en train de travailler pour prendre au niveau du groupe et de permettre à l'ensemble des responsables formation dans le groupe de pouvoir exploiter une solution qui soit conforme avec des contraintes de sécurité notamment. Très bien, merci Franck. Et je sais, voilà, comme d'autres ici, vous avez observé en effet plus d'appétence et une consommation plus importante d'e-learning. Il y a une stat quand même intéressante qui a été publiée là, en début de semaine par le numéro 1 mondial du e-learning, des plateformes LMS. C'est donc en effet une hausse de consommation, mais au final 9 minutes sur le mois de mars, 9 minutes par collaborateur de suivi de contenu e-learning, donc ce qui est finalement pas gigantesque par rapport à normalement 20 heures de formation en moyenne par an par collaborateur. Là, 9 minutes. Voilà, donc c'est aussi un point à prendre en compte. Il y en a eu plus, mais au final, c'est pas voilà, tout le monde sait que c'est pas la seule réponse, et c'est intéressant de voir que voilà, il y a le e-learning, vous avez mis des classes virtuelles, et puis donc ensuite il y a tout ce qui va être mis en place dans les prochaines semaines. J'ai regardé les questions qui arrivaient au fur et à mesure là, dans l'outil de chat, et il y en a une pour Denis Jaffrin, quelqu'un qui demandait justement qu'est-ce qui avait été mis en place pour la formation pour les vendeurs. Alors c'est la question de quelqu'un qui vient d'un autre secteur que le vôtre, mais je pense que du coup, Denis, vous pourrez en dire un mot. Au sein du groupe Kenzo, vous êtes comme Sephora, c'est que vous formez des populations, vous n'êtes pas organisme de formation, mais vous formez des populations extérieures au groupe. Les 100 000 conseillères beauté qui sont en boutique. Donc, il y a sûrement une approche un petit peu différente aussi à avoir avec ces populations. Et je crois que vous vous êtes beaucoup appuyé sur votre pool de 50 formateurs voilà, pour travailler, garder le contact dans cette période avec vos stagiaires habituels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous dire également comment vous travaillez dès maintenant votre stratégie à moyen terme, puisque vous disiez voilà, une reprise complète de l'activité se ferait de votre côté plutôt dans quelques mois. Donc, voilà, comment vous travaillez aussi dès maintenant cette stratégie en accompagnant vos forces de vente à cette façon de vendre différemment. Bonjour à tous. Pour répondre à votre question Antoine, et à la question du sondage qu'il y avait au début de la présentation, nous, notre priorité, ça a été de continuer à livrer de la formation, en particulier parce que dans l'optique de la réouverture des points de vente, il a fallu mettre en place des nouveaux protocoles de vente sanitaire dans les parfumeries. Et pour le faire, on a mis en place plusieurs solutions. Globalement, quand même, dans notre secteur d'activité, ce qu'on peut dire,
c'est que de maintenant jusqu'à fin septembre, on n'aura pas de formation en salle. Et ensuite, si on essaye de se projeter de septembre d'ici la fin de l'année, là, probablement pour des raisons budgétaires, on n'aura plus non plus de formation ou très peu de formation en salle. Donc, les deux solutions qu'on a déployées pour pouvoir continuer à faire notre métier, à délivrer de la formation, ça a été d'accélérer le mobile learning. Alors, on a déjà une application de micro-learning qui fonctionne très bien. On a enregistré depuis le début de l'année à peu près 42 000 journées de micro-learning sur cette application. Et par rapport aux chiffres que vous citiez tout à l'heure, on a eu les mêmes constatations, c'est-à-dire qu'au mois d'avril, sur la dernière semaine d'avril, on a eu la meilleure semaine en termes de nombre de connexions de vendeurs connectés sur cette application. Donc, on a eu 4150 vendeurs qui se sont connectés pour des applications de learning, ce qui est le meilleur résultat qu'on ait jamais obtenu depuis le lancement de cette application. Et ensuite, à côté du mobile learning, on a développé une compétence de classe virtuelle. Et c'est quand même quelque chose de très nouveau. L'idée, c'est comment est-ce qu'on va arriver à obtenir le même niveau d'interactivité et de dynamique participative par rapport à ce qu'on a l'habitude de délivrer et ce qu'on sait très bien faire en salle. Donc, pour le faire, on a formé notre réseau de 50 responsables de formation à la pratique de ces classes virtuelles. Et notre recommandation, c'est d'associer des outils comme Zoom qu'on utilise aujourd'hui, mais d'associer également une application sur téléphone qui va permettre d'avoir une très grande interactivité, d'avoir beaucoup d'activités, de rendre la formation très dynamique et également de pouvoir diffuser de la vidéo en streaming de haute définition, ce qui n'est pas le cas quand on utilise uniquement Zoom. On a réalisé un sondage en début de semaine auprès de nos 50 responsables de formation et aujourd'hui, on a 83% de ces formateurs qui ont réalisé des classes virtuelles. Je pense que si on avait réalisé le même sondage il y a 3 mois, on aurait été proche de 0%. Et quand on leur demande s'ils en ont fait juste une ou plusieurs, 90% d'entre eux ont au moins fait 5 ou plus. Et aujourd'hui, un tiers sont capables de mixer 2 solutions en ligne de formation, la visio avec une solution sur téléphone. Il nous reste encore à résoudre d'autres questions, parce que dans notre métier, l'expérience sensorielle des produits, que ce soit les parfums, les soins ou le maquillage, est quelque chose de très important. Et forcément, à distance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut imaginer des solutions où on peut envoyer des échantillons au préalable de la formation pour pouvoir également associer cette expérience sensorielle. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé les 2 mois qui viennent de s'écouler avec le confinement représente une très, très grande transformation pour nous, pour le réseau de responsables de formation. Et avant, on utilisait un mot qui est le blended learning et qui était en fait de se dire, avec la formation présentielle qu'on a l'habitude de délivrer, il faut qu'on arrive de plus en plus maintenant à avoir de la formation en mobile learning. Et je crois qu'à la sortie de l'année 2020, je crois qu'on va continuer à utiliser le même mot de blended learning. Ça va plus être une problématique comment on associe des virtual classrooms à des solutions de mobile learning. Donc, c'est une très, très grande transformation qui a été opérée en peu de temps. Le modèle de 2021, on ne le connaît pas, donc on voit à peu près ce qui va se passer sur l'année 2020. Mais je pense quand même que compte tenu de la rapidité, de l'importance des changements et de la durée sur laquelle il faut gérer ces changements, qu'on ne reviendra pas en arrière au début de l'année 2021 et qu'on aura du coup une pratique de formation dans notre univers qui sera quand même très, très fortement transformée. Ok, merci, merci Denis. Et ça suscite des questions, donc on va essayer voilà, d'y répondre. Donc on a fait ce tour de table et merci à tous d'avoir donné ces premiers inputs. Il y a pas mal de questions qui tournent autour de la pédagogie. Est-ce que certains demandaient est-ce qu'il faut diminuer la durée des formations, d'autres disent non, il faut plutôt séquencer, on va l'étaler dans le temps, mais pas forcément diminuer, parce que derrière, il y a toujours le même contenu à délivrer. Ce travail sur la pédagogie, c'est peut-être un sujet intéressant. Alors, on peut peut-être prendre l'avis d'Olivier en tant qu'organisme de formation. Comment vous menez cette réflexion sur la refonte de la pédagogie, et puis je vous laisserai ensuite réagir les uns les autres sur cette thématique. Oui, merci Antoine. La question de la pédagogie, elle dépend bien de l'objectif de la formation, de l'objectif de développement de compétences. Et cette question de l'objectif, elle dépend bien de la stratégie de formation qui doit être mise en place par l'entreprise, par l'organisation qui développe ces formations.
Nous, en tant qu'organisme de formation, nous proposons des formations, nous réfléchissons à la démarche pédagogique, mais ça part bien de la demande et de l'entreprise. Et définir la bonne pédagogie, ça nécessite tout d'abord que l'entreprise ait bien une stratégie, que la stratégie de formation soit bien en lien avec la stratégie de l'entreprise, donc que l'on connaisse les besoins. Ici, on est dans une situation où les entreprises doivent s'adapter d'une manière phénoménale, comme c'est rarement arrivé dans l'histoire économique. Donc, il y a des adaptations à faire, des transformations à faire. Sur base de cela, les entreprises définissent une nouvelle stratégie. Elles vont définir une stratégie ressources humaines, une stratégie de compétences, une stratégie de formation. Et c'est dans ce contexte-là, et seulement sur base de cela, que l'on peut se poser la question, quelle va être la meilleure formation, quelle va être la meilleure réponse formation aux besoins de développement de compétences. Et donc, la pédagogie, elle est toujours situationnelle, elle est toujours circonstancielle, c'est en fonction de l'objectif que l'on va pouvoir la définir. Il n'y a pas de bonne pédagogie il n'y a pas de bonne modalité. On ne peut pas dire qu'un présentiel est meilleur qu'une classe virtuelle ou meilleur qu'un webinaire. Ça dépend bien de la situation, de ce que l'on veut faire, de ce que l'on doit proposer. Et c'est vraiment très important de se poser la question. J'entends, et c'est tout à fait intéressant, bien, on développe des solutions de mobile learning, on développe des solutions de classe virtuelle. C'est important, mais à chaque fois, ces solutions, je n'ai aucun doute sur le fait que dans les témoignages qui ont été donnés ici, elles dépendent bien du contexte, de la stratégie des entreprises. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cela. Vous êtes des professionnels de la formation pour la plupart ici dans l'audience. Vous connaissez les critères d'évaluation de Kirkpatrick. On a la satisfaction, les apprentissages et puis les changements de compétences. La question de la pédagogie, elle permet de se situer au niveau des changements de comportement, de ces changements qui vont vraiment apporter des résultats dans l'entreprise. Et donc, en fonction de cela, en fonction des changements que l'on veut apporter, on va se poser la question, est-ce qu'on est dans une diffusion de savoir, auquel cas on va plutôt aller vers le webinaire? Est-ce qu'on doit vraiment avoir une interactivité, auquel cas on va aller vers des classes virtuelles? Est-ce qu'on doit développer une compétence technique, travailler sur des outils? On va peut-être développer de la réalité virtuelle. Donc, cette question de la pédagogie, c'est toujours en repartant de l'apprenant et de l'objectif pédagogique. Antoine, si je peux me permettre, c'est Karine. J'aurais une question pour Olivier pour revenir sur un thème que vous aviez parlé un petit peu plus tôt. Quand vous parliez du fait qu'il y a beaucoup d'offres en ce moment et de formations qui sont mises à la disposition de tous là, en ligne, et vous parliez qu'une bonne partie de ces formations-là est un petit peu moins optimale ou, comme on dit, garbage in, garbage out. Donc, comment est-ce que vous procédez pour évaluer ce qui est bon, ce qui est moins bon, qu'est-ce qui a été fait selon les règles de l'art et justement qui donne lieu à changement de comportement et qui a un impact significatif sur les gens ou les apprenants? Je veux éviter de rentrer dans une caricature ou une généralisation. Et une fois de plus, comme on est ici avec des professionnels de la formation, que ce soit en entreprise ou il y a peut-être des formateurs qui sont là également, je voudrais ici insister ou bien rappeler le fait que nous sommes dans une situation qui est catastrophique pour les formateurs et pour les organismes de formation. Alors, Sephora, nous ne sommes pas une société commerciale, donc je ne suis pas dans le même domaine. Mais il faut se rendre compte de la situation des formateurs indépendants, des organismes de formation qui doivent trouver des solutions et qui ont derrière des enjeux de sauvegarde de chiffre d'affaires qui sont très importantes. Donc, c'est normal d'essayer de proposer quelque chose. Et je ne voudrais vraiment pas écarter en disant ils font n'importe quoi. Tout le monde, aujourd'hui, est à la recherche de transformation, d'adaptation pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Et donc, vraiment, empathie, maximum d'empathie et de compassion. Excusez-moi pour le mot, ça fait un peu condescendant comme cela, mais on est aujourd'hui dans une situation qui est très difficile pour tous les acteurs de la formation. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, pour nous, en tout cas, en effet, on a vu beaucoup de choses qui se font. Chez Sephora, nous avons l'habitude de faire nous-mêmes, bien entendu, en travaillant avec des sous-traitants, avec des formateurs, avec d'autres organismes, mais on repart de notre définition de ce que nous voulons développer, de ce dont nous avons besoin. Chez nous, en l'occurrence, nous avons également des équipes pédagogiques qui travaillent là-dessus. Mais
j'ai du mal à répondre à votre question. Nous n'avons pas mis en place de filtre ou de cabinet d'évaluation de tout ce qui se propose. On essaye, nous, de développer nos solutions en mettant cette qualité-là au cœur du dispositif. Mais c'est en effet très compliqué. Et ça doit dépasser la satisfaction, ce niveau d'évaluation de la satisfaction. On peut voir un e-learning qui est très sympa, mais dans lequel on n'aura malheureusement rien appris. Mais je pense que ma question n'était pas, je ne voulais pas dénigrer personne, loin de là, c'était juste pour voir s'il y avait des éléments que vous cherchiez quand vous regardez un e-learning, une offre de e-learning. Y a-t-il des éléments que vous allez regarder qui sont un petit peu plus importants ou plus prioritaires? Alors, je vais quand même apporter une réponse. Il y a un principe pédagogique fondamental, c'est l'apprenant qui est au cœur du dispositif. Mm-hmm. Et on peut même avoir un webinaire, enfin il y a une notion d'interactivité, de placer l'apprenant, de repartir des besoins de l'apprenant. Et quand on se retrouve face à quelqu'un qui délivre simplement un message en oubliant qu'il a un apprenant face à lui, eh bien là, on est passé à côté de cette indispensable qualité pédagogique. D'accord. Merci Olivier. Il y avait dans ce que vous disiez, faire travailler l'équipe pédagogique et c'est nécessaire du coup de les faire réfléchir. Stéphanie disait, je crois, dans la préparation, c'était aussi l'occasion de faire intervenir et d'aller chercher d'autres expertises au sein de l'entreprise pour remettre aussi la formation, et c'est une opportunité de remettre la formation au centre. Stéphanie, si vous voulez nous en dire un mot. En fait, je vais rejoindre un peu les propos de Karine qui disait qu'effectivement, elle recherchait en interne les compétences et à les faire partager. Nous, au niveau de Petit Forestier, la direction a considéré que effectivement, cette période de sous-activité, de complexité économique qui laissait aussi des gens en chômage partiel. Ça a été notre cas, y compris pour préserver le service aux clients, avec des équipes A et des équipes B pour éviter des contaminations et avoir une continuité de service. L'idée, ça a été de dire, tous les experts techniques qui souvent n'ont pas le temps ou nous sommes un peu la 10e roue du carrosse pour vraiment les excellents qui sont très sollicités. C'est le moment de faire appel à eux, de les remobiliser autour de la formation, de les réinvestir dans la formation pour que demain, ils puissent travailler différemment. Nous, comme on le disait au démarrage, on a 23 pays, donc on est des spécialistes de la solution du froid. Donc, on a des experts en froid embarqués qui voyagent partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, les problèmes, ils ne peuvent plus les résoudre. Donc, ils étaient souvent en réaction. Là, on va être dans le préventif avec du coup la constitution de modules de formation, de façons de communiquer des process ou des contenus différents. Et pour rejoindre sur la qualité, donc on fait aussi du e-learning, des petits tutos, de l'interactivité avec la possibilité d'être en contact direct avec ses experts, ce qui remobilise nos coachs internes, comme on les appelle, qui sont occasionnels, qui ne sont pas liés par cette mission à temps plein, sauf là en ce moment pour certains. Donc, il y a un sentiment de fierté à être sollicité, fierté à voir la production, parce que c'est vrai que quand on voit du e-learning, qu'on reconnaît ces mots, qu'on participe même en tant que non-expert des moyens pédagogiques, mais au moins de l'expertise métier à la création d'un contenu qui va être dispensé aux autres, il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment de remotivation et il y a aussi remettre la formation en premier, sur le haut de l'estrade pour demain. Donc, en fait, on a aussi considéré que c'était un moyen de remettre la formation au cœur du développement des compétences. Et je voudrais juste donner notre petite expérience à Karine. Donc, comment on reconnaît un bon produit d'un produit un peu moins bon. Alors, et je rejoins sur Olivier. Déjà, nous, on crée nos propres contenus et pour certains, mais pas pour tous, et qui sont liés à la cible. Donc, on a évidemment parlé de toute la pédagogie, etc. Mais c'est aussi la cible. On ne va pas adresser un module de la même façon à un technicien dont la seule adresse mail, c'est celle de sa femme, qui fait toutes ses démarches administratives et qui, pour certains, n'ont même pas un PC chez eux, de la même façon qu'un commercial qui sera très à l'aise avec un écran, avec du virtuel, avec du e-learning. Donc, c'est déjà la cible, comment on va s'adresser à elle. Et pour ce qui est de ce qu'on appelle des outils étagères pour le sérail, c'est-à-dire des modules de formation ou des formations e-learning
e-learning achetables sur le marché, personnellement, je les teste toutes. Donc, je les teste toutes et dès lors qu'il y a des pages d'écriture à lire, je ne les valide pas. Voilà, donc je considère que le e-learning, ce n'est pas du PDF transcrit en module. Donc, il faut de l'interactivité. Si moi, je m'y ennuie, il n'y a pas que moi, hein, mais enfin, si quelques experts s'y ennuient, je ne les prendrai pas. Et ça, je l'ai fait autant pour la RGPD que pour des formations sur des outils informatiques, en passant par des soft skills, sur du management, etc. Donc, je teste. On se rejoint sur ce point-là. Merci. Il y a une question là qui est revenue plusieurs fois et je pense que ça faisait écho à ce que disait Patrick. Donc, peut-être que Patrick pourra y répondre chez Renault, qui est la question du onboarding. Il faut former les nouveaux arrivants, souvent en présentiel, si on veut une bonne implication aussi dans l'entreprise. Donc, comment est-ce que vous allez accompagner justement les nouvelles recrues qui arrivent? Qu'est-ce que vous allez prévoir concrètement aussi? On sait tous ce que font les écoles pour accueillir à nouveau les élèves, mais du coup, voilà, sur le présentiel, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour former et maintenir le onboarding dans les prochaines Alors, semaines? ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'il y a une crise qu'on n'a pas continué d'accueillir des collaborateurs. Moi, par exemple, j'ai fait l'accueil ce mois-ci d'un nouveau collaborateur dans l'équipe. Donc, on avait mis en place déjà depuis un moment des parcours de formation en ligne et l'onboarding en ligne était quelque chose qui existait déjà. Après, la question, c'est effectivement l'interaction avec l'équipe et créer la connexion avec l'équipe qui nécessite des échanges. Et là, effectivement, ce qu'on organise, c'est plutôt des rendez-vous un à un, face à face, distanciels, pour que la personne puisse déjà connaître ses collègues au sein de l'équipe, découvrir ce qu'ils font et s'intégrer dans le fonctionnement de l'équipe. Et après, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être aussi proposées à distance pour limiter justement le besoin d'aller sur site pour faire un certain nombre de choses. Parce que, comme disait tout à l'heure Olivier, si on va sur site, c'est pour pratiquer quelque chose qu'on va devoir faire dans le cadre du travail juste derrière. Donc, on essaie d'éviter finalement que les gens se déplacent sur un site pour pouvoir être formés, sauf quand ils vont derrière devoir travailler sur le site et faire un certain nombre de choses. Donc, le cas des opérateurs en usine, ils vont devoir travailler en usine, donc il faut qu'ils viennent sur le site. Si aujourd'hui, je suis dans une profession plutôt intellectuelle, je n'ai pas forcément besoin de me déplacer sur le site pour gérer mon onboarding. Alors, nous, pour le onboarding, effectivement, on s'adapte, mais on essaye de faire on a essayé de mettre en place un espèce de jeu de piste parce que beaucoup sont en télétravail ou ne travaillent pas. Donc, effectivement, je suis comme vous. Hein, j'ai aussi accueilli un collaborateur et une qui, du coup, je l'ai vu une semaine avant la crise. Donc, pour essayer de maintenir le lien. Et c'est des jeux de piste avec des petites questions ouvertes sur trouver le meilleur commercial de produits meubles frigorifiques de l'année 2019. Donc, vous pourrez vous appuyer de telle et telle personne pour pouvoir identifier ce collaborateur, ce qui permet de faire des réseaux et de quand même, par le biais, nous on travaille sur Google, par le biais des hangouts, de pouvoir essayer rapidement pour des nouveaux de tisser des liens et d'avoir des contacts, donc des espèces de jeux de pistes. Voilà, on fait comme on peut de loin. Merci Stéphanie. Denis, je crois que vous vouliez intervenir tout à l'heure. Est-ce que c'était sur ce sujet-là ou est-ce que c'était sur le sujet précédent? Oui, non, sur l'ensemble des discussions, je crois que ce qui est important dans la période actuelle, c'est de rester pragmatique et on a une obligation d'agilité. On doit répondre à une contrainte qui est extrêmement forte et que tout le monde a notée. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est-à-dire qu'on peut tous avoir des a priori, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans les contraintes qu'on a, va le mieux aider les collaborateurs à développer leur expertise. Et je crois qu'on est vraiment dans une période de test and learn. C'est-à-dire que la question auquel personne n'a de réponse définitive, pour apprendre bien, pour se développer, qu'est-ce que le digital peut faire, sait faire et peut bien faire? Et qu'est-ce que le présentiel, qui a été quand même notre modèle avec lequel on s'est développé dans ce métier, pour lequel il reste indispensable, qu'est-ce qu'il fait le mieux? Et dans le learning, il y a plusieurs dimensions. Il y a le fait d'apprendre et puis aussi
surtout, on parlait de l'onboarding, l'engagement des collaborateurs. Est-ce qu'on arrive à créer le même engagement si on fait un onboarding en digital? Et puis, il y a toute la partie networking aussi dans des formations au sein de l'entreprise. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a une grande ouverture, les cartes sont rebattues, on est dans des obligations de faire différemment. Et de profiter de cette période, et peut-être à la fin de l'année, on y verra un petit peu plus clair, pour arriver à mieux comprendre ce qu'on va faire dans des classes virtuelles, dans du mobile learning, dans du présentiel, et trouver la bonne place pour chacun. Et je crois que la question qui nous interroge tous, et pour laquelle on n'a pas la réponse, c'est quelle va être au final la place du présentiel dans la formation de demain. Et ça, c'est, je pense, pour ça qu'on a eu beaucoup de connexions dans la table ronde que vous avez initiée, parce que je crois que c'est une grande interrogation pour tout le monde. Pour compléter ce que vous dites, Denis, avec un élément pour moi qui est important, c'est qu'on a tendance effectivement à considérer qu'il y a certaines modalités ou certaines pratiques qui sont plus adaptées à certains types de contenus. On voit aussi que pour exactement une même thématique, on a des attentes ou des appétences de la part des collaborateurs qui vont être extrêmement différentes. Alors certes, des appétences contraintes, c'est je dispose d'un ordinateur ou pas, mais aussi on voit bien qu'on a encore une fois sur un même sujet des collaborateurs qui vont avoir envie de consommer un contenu très long, d'avoir une approche très exhaustive, d'être guidé dans les contenus, pour d'autres d'aller chercher un petit peu comme ils veulent et faire leur marché. Et je crois que la difficulté aussi, c'est ça, c'est que, alors on l'a pas évoqué parce que c'est un sujet qui fâche, hein, mais c'est l'aspect financier, c'est que comment on fait effectivement aujourd'hui pour avoir un contenu sur un même sujet, encore une fois, et je vais l'avoir en e-learning, je vais l'avoir en vidéo, je l'aurai peut-être, Stéphanie, en 40 PDF, parce que c'est ce que voudra un collaborateur. Il y a une logique économique qui fait que je ne peux pas proposer tous ces contenus, toutes ces modalités sur un même sujet, sachant qu'en plus, ce n'est pas une modalité, mais idéalement, c'est d'en construire plusieurs pour les adapter. Donc là, il y a une difficulté qui est importante. Et puis l'autre élément que je voulais aussi souligner, et ça va être mon petit moment pas politiquement correct, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de construire des contenus, de les construire en interne, et je suis le premier à le dire, mais on voit bien aussi qu'on a tendance à vouloir réinventer la roue dans certaines grosses structures, et moi j'ai quelquefois eu 4 ou 5 ou 6 demandes pour produire en interne, par exemple, un module sur les fondamentaux du big data, parce qu'on se fait plus plaisir de le produire en interne que d'aller le prendre en externe. Et ça pose plein de questions derrière, parce que c'est une autre façon aussi de voir le métier d'ingénieur pédagogique, et de dire est-ce que la valeur ajoutée, c'est que dans la production de ces contenus, ou bien c'est aussi dans la veille, dans la curation, et de dire finalement la façon dont je vais allouer mes ressources, c'est peut-être d'aller proposer à mes collaborateurs une sélection, comme vous le disiez Stéphanie, de contenus qui existent et qui sont gratuits, et il y en a aujourd'hui pas mal, et qui vont être complétés avec d'autres types de production in-house qui seront pertinentes sur une partie bien spécifique de la thématique. Merci, Antoine, je voudrais ajouter une dernière chose, s'il te plaît. Oui, ça va être pris par le temps, Olivier, mais vas-y. Je veux juste rajouter une dernière chose à propos. On a beaucoup parlé du digital, il y a évaluation et du choix des modalités. Il y a quelque chose qui est génial avec le digital, c'est que nous avons une possibilité d'évaluation en direct. Elle est très simple pour le participant. La meilleure manière de dire qu'un contenu ou une modalité ne lui convient pas, c'est de cliquer « je m'en vais ». Et donc, pour le participant ou pour l'organisme, de voir directement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à la formation présentielle, où on a rarement un participant qui se lève de la salle pour dire « moi, je m'en vais, ça ne me convient pas ». Et donc, là encore, c'est un moyen d'utiliser au mieux le digital. Ouais, tout à fait. Merci à tous. C'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, et puis on verra ensuite si on pourra prendre quelques questions. Il y a en effet dans tout ce que vous dites un élément qui transparaît, c'est aussi finalement remettre l'individu au centre. Il y a aussi des commentaires, ça fait réagir ce que vous disiez. Voilà, Véronique disait dans le chat, ne pensez-vous pas que l'essence de la formation, c'est le contact, les relations interpersonnelles? C'est finalement très, très humain d'avoir ce besoin-là.
et qu'en effet, derrière, le présentiel reviendra ou maintiendra. Donc, c'est vrai qu'au-delà même de la formation, ça pose des questions la plus philosophiques et autres. Mais voilà, c'est sûr que globalement, que ce soit dans la formation ou dans le reste, on aura tous ce besoin-là de contact. Juste avant de finir, je voudrais vous demander à tous en une petite minute quel est le mot-clé qui, pour vous, symbolise votre stratégie de reprise de la formation, voilà, qui caractérise la période actuelle. Donc voilà, juste un mot et un petit commentaire qui va avec. Denis, si vous voulez commencer. Alors pour moi, ce serait la transformation parce que ce qui me surprend, c'est la rapidité, l'importance des changements qu'on a évoqués. Et si ça avait été une parenthèse de 1 mois ou 2 mois, mais dans notre secteur d'activité, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, compte tenu de la durée pendant laquelle ces nouvelles pratiques vont se mettre en place, je pense qu'au sortir, on n'aura pas un retour en arrière. Donc, on aura forcément une transformation et je pense que la transformation va être importante. Merci, Denis. Franck? Moi, j'avais choisi le mot adaptabilité parce que justement, cette situation particulière a montré que dans le learning, comme dans d'autres sujets, il avait fallu s'adapter de façon un petit peu précipitée, en lâchant prise aussi sur certaines choses et d'être finalement un petit peu pragmatique. Je parlais tout à l'heure des typologies ou en tout cas des appétences des collaborateurs ou des apprenants sur telle ou telle modalité. Et encore une fois, je pense que ce sera ça tout l'enjeu. C'est finalement comment je fais pour m'adapter à des besoins, à des situations, à des attentes de collaborateurs qui, en plus, évoluent très vite dans l'entreprise. Bien, merci. Vous avez des aficionados avec adaptabilité. Je vois dans le chat, voilà, ils sont nombreux à redonner ce mot-clé aussi. Karine? Oui, je vois que mon mot n'a pas sorti dans le chat. Moi, mon mot, c'est découverte. En fait, je pense que cette situation-là va nous amener à découvrir plein de nouvelles choses. Donc, que ce soit un nouveau mode d'apprentissage, des nouvelles compétences, des nouvelles méthodes de travail, de collaboration, des nouvelles personnes même, des nouvelles connexions. Ça va être des nouvelles passions. On peut découvrir des nouvelles idées. Donc, pour moi, c'est vraiment la découverte d'un nouveau monde, et en espérant que les apprenants qui sont un petit peu moins habitués découvrent ce monde fascinant qui est le monde de l'apprentissage et de la formation. Donc, voilà, ça, c'est mon mot. Merci, Karine. Olivier, pour Sephora. Oui, moi, c'est le mot transfert. D'abord parce que transfert, c'est le Graal dans notre métier de la formation. On est tous à la recherche de ce Graal, de ce transfert, du transfert des nouvelles compétences sur le lieu de travail. Transfert également parce qu'on est dans un transfert des moyens, un transfert des modalités. On passe du présentiel, il y avait beaucoup de présentiel dans notre métier, on passe à d'autres modalités et c'est important de transférer vers les bonnes modalités. Transférer vers de la classe virtuelle, vers de l'e-learning, vers du webinaire, du mobile, etc. Et c'est important ici, il veut vraiment insister sur l'importance de bien nommer les choses. J'ai entendu avec joie ici l'accent québécois. J'ai un ami québécois qui me dit toujours, il ne faut pas confondre un caribou et un élan. Eh bien, il ne faut pas confondre un e-learning et un webinaire. Donc, le transfert vers le choix des bonnes modalités est particulièrement important. Et enfin, transfert, c'est le nom du plan d'action que nous nous sommes donné en interne chez Sephora pour revoir entièrement notre offre. Super. OK. Stéphanie? Pour moi, agilité pour pouvoir coller au plus près des besoins du business, des opérationnels, être prêt à refaire un plan C ou un plan jusqu'à W pour faire face à une remontée du business que l'on espère tous ou une deuxième vague de Covid si ça doit arriver, et être agile en fonction également des typologies de public que l'on a en matière de formation et proposer les meilleures options pour leur permettre de continuer à évoluer. Voilà. D'accord, donc l'agilité. Très bien. Et Patrick? Alors, moi, je choisirais le mot impact. On parle souvent de la mesure de l'impact des formations et je pense que là, comme le disait tout à l'heure Olivier, les apprenants peuvent voter avec leurs doigts directement en quittant les sessions. Et en même temps, si on a des opérations qui permettent d'accompagner la montée en compétences des collaborateurs et qui sont vraiment effectives, je pense que dans le contexte de réduction des moyens et de redéfinition des priorités, on pourra investir dans cette direction et accompagner nos collaborateurs de façon peut-être plus adapté que ce qu'on le fait jusqu'à présent.
Très bien, donc l'impact. Juste avant de conclure, je vais vous donner moi aussi le mot-clé qui me vient. Simplement pour vous dire, le sondage, vous êtes plus de 60% à avoir répondu. Merci. On va le relancer juste avant de conclure. Donc, vous pourrez prendre quelques minutes pour y répondre. Les tendances sont assez intéressantes et voilà, donc on serait ravis que tout le monde puisse donner son avis. Moi, le mot-clé de mon côté, c'est résilience. Alors, je fais un emprunt à la fois à Olivier Lambert, qui, voilà, on en parlait dans la préparation, mais du coup, c'est un constat fait par Frédéric Claes de l'Institut Vallon de l'évaluation de la prospective, qui disait quand on rencontre une crise d'importance, il y a 4 possibilités. Soit la transformation totale, on rase ce qui était fait avant, on repart totalement de zéro, ce qui semble compliqué. Le retour à la normale, le monde d'avant qui continue finalement exactement à l'identique, la résilience ou l'effondrement pur et simple. Et dans le témoignage de tous les 6 et dans les commentaires qu'on voyait aussi dans le chat, on sent qu'il y a cette volonté de sortir par le haut de la crise, de capitaliser sur un certain nombre de choses pour évaluer, c'est ça, sortir vers le haut, tirer les bonnes conclusions, garder les meilleures pratiques. Donc voilà, ce mot de résilience, pour moi, fait écho et une bonne synthèse des échanges d'aujourd'hui. En tout cas, merci à tous. Je vais laisser Jean-Baptiste conclure, mais un grand merci à la fois donc à nos 6 speakers et à tous les auditeurs. Oui, merci à tous pour votre temps. Merci aux participants de vous être joints si nombreux à cet événement. Et puis, vous avez été très nombreux à poser des questions sur le chat. J'espère que les réponses de nos 6 speakers ont pu vous être répondues. Vous pourrez retrouver donc la rediffusion du webinaire et de cette table ronde dans vos emails demain. On vous envoie donc un courrier de suivi. Vous pourrez retrouver cette transmission. Et puis, nous restons à votre disposition. Vous avez nos adresses email si vous avez des questions, s'il y a des éléments que vous vouliez partager. Il me fera un grand plaisir d'y répondre. Alors, merci à tous pour votre temps, ce partage francophone d'expérience et bon succès à tous pour la suite et bonne agilité à tous. So Jennifer, maybe we can stop the recording now. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, on laisse ouvert encore quelques